Les plantes ont des capteurs pour toutes sortes de choses. La luminosité, la couleur, les odeurs, c'est-à-dire les particules en suspension dans l'air, les vibrations du sol, le contact avec d'autres êtres vivants. Et bien que ces capteurs soient répartis sur toute la surface de la plante et pas seulement dans des organes spécialisés, on a du mal à ne pas y voir l'équivalent de nos 5 sens. La vue, l'odorat, l'ouïe, le goût et le toucher. Bon, je vous sens venir, vous allez me dire qu'on a bien plus que 5 sens, mais ces autres sens, les plantes aussi les ont. Et en réalité, elles possèdent aussi des sens que nous n'avons même pas. Deuxièmement, les plantes, contrairement à ce qu'on croit, ont bel et bien la capacité de bouger. Ça arrive de temps en temps que ce soit visible parce que ce sont des mouvements rapides, mais il suffit d'accélérer l'image pour comprendre que les plantes bougent tout le temps en fait. Simplement, elles bougent en se propageant. Elles vont ailleurs en restant sur place. Bon, on a des capteurs, on a des mouvements, mais vous me direz qu'il manque encore le système nerveux au milieu. Eh bien, c'est pas si sûr. Selon la discipline naissante de la neurobiologie végétale, des informations se transmettent par des courants électriques, des transports d'ions et des neurotransmetteurs entre les cellules de la plante. Bref, il semble bien qu'il y ait des équivalents au réseau de neurones chez les plantes. Et il y a même un stockage d'informations qui ressemble furieusement à une mémoire. Tous les signes observables de l'existence d'une conscience chez les autres êtres humains et chez les animaux semblent donc avoir leur équivalent chez les plantes. En toute cohérence, nous devrions donc envisager la possibilité que, chez les plantes aussi, des phénomènes analogues provoquent l'émergence d'une conscience. Bon, c'est sans doute une conscience bien différente de la nôtre, car leur système nerveux n'est pas concentré dans des organes, mais réparti sur toute la plante, bien que ce soit plus dans le réseau racinaire. Mais après tout, les pieuvres, qui sont parmi les animaux les plus intelligents, ont elles aussi un système nerveux en partie décentralisé, avec des sortes de cerveaux secondaires dans chacun de leurs 8 bras. On peut aussi imaginer que la conscience des plantes est au ralenti par rapport à la nôtre, puisque tous les phénomènes de captation, de traitement et de transmission d'informations jusqu'aux capacités motrices de la plante se déroulent plus lentement que chez nous. Mais malgré tout ça, je ne vois pas la raison qui pourrait encore nous permettre d'affirmer de façon aussi péremptoire que les plantes ne sont pas conscientes. Ah, et une dernière chose par rapport aux plantes, parmi les informations qu'elles reçoivent et traitent, il y en a qui leur signalent une blessure, un peu comme le sens que nous appelons la douleur. Tous les animaux, et même les plantes, sont capables de communiquer. Ça va du simple signal envoyé instinctivement ou automatiquement, auquel les autres réagissent instinctivement ou automatiquement, à des échanges qu'on sait maintenant beaucoup plus complexes et volontaires chez des tas d'espèces. Des arbres se sentant agressés par des animaux qui les mangent ou des flammes qui les brûlent peuvent non seulement réagir pour se protéger, mais aussi émettre des signaux chimiques captés par les arbres de la même espèce, souvent même préférentiellement les arbres les plus apparentés au sein de l'espèce, qui à leur tour réagiront pour se protéger avant même que le danger les ait atteints. Des tas de plantes sont même capables de détecter leurs congénères avant même de les avoir touchés pour arrêter de pousser dans leur direction, tandis qu'elles ne se gêneront pas pour s'étendre sur les plates-bandes d'individus d'autres espèces ou même simplement moins fortement apparentés. Donc je vais commencer en fait pour une entrée en matière en vous mettant une ambiance sonore chez deux espèces, les manchots. Voilà, donc ça semblerait être une cacophonie un petit peu, peut-être pas d'organisation, juste du bruit. Et si on écoute une autre ambiance sonore, cette fois-ci qui nous est plus familière, un restaurant. Alors est-ce que c'est aussi du bruit, alors qu'on sait très bien qu'en fait que là c'est une juxtaposition de conversation, et peut-être qu'il se passe la même chose chez les animaux en fait, mais si on ne va pas essayer de comprendre ce qui se passe chez les animaux, on va juste avoir cette impression de bruit non organisé. Donc j'aurais pu prendre tout à fait un centre commercial à la période de Noël, ça aurait été encore plus probant. Vous connaissez ce son? Dans le Roi Lion, on l'entend souvent. On appelle ça le rire, le jiggle en anglais. Donc c'est voilà, le rire, ça nous fait, nous en tant qu'humains, on comprendrait que c'est du rire, quelque chose de plutôt positif. En réalité, c'est émis en contexte de compétition alimentaire, c'est plutôt un cri, une communication de soumission, de frustration. Un autre exemple, je vais vous dire pourquoi je fais ça, à quoi je pense quand je vous fais écouter ça. Alors écoutez bien. Ou ça. Ça vous semble plutôt positif ou négatif comme émotion? Ça semble assez négatif. En tant qu'humain, universellement, on dirait que c'est plutôt négatif. En fait, c'est du rire. Ça, c'est du rire de bonobo. Un bonobo qui se chatouille quand ils jouent entre eux, ils rient comme ça. Et puis un dernier exemple. Alors, les individus derrière.
Même contexte, des individus différents. Moi, la première fois que j'ai entendu ça, je trouvais ça plutôt négatif. En fait, quand on regarde les animaux, c'est pendant les copulations, pendant les rapports sexuels, les femelles vont émettre ces cris-là. Donc c'est plutôt, on pense, du plaisir. Voilà, donc tout ça pour dire, attention, chaque espèce a son répertoire vocal qui est adapté à son habitat. Il est contraint par une anatomie aussi.